Merci Jim, merci à tous de nous accueillir. Alors, effectivement, donc, on a choisi cet exemple pour illustrer un petit peu notre philosophie en termes d'approche architecturale pérenne et aussi de recherche et d'innovation. Hein, c'est un petit peu notre fibre depuis les années 80 qu'on partage avec nos clients. Donc, ce projet, on l'a fait en fait avec notre client Google. Donc, c'est le centre de l'intelligence artificielle France, voire Europe. On l'a livré l'année dernière et il a été conçu en 2019. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, il s'agit d'un projet qui est dans le 9e arrondissement, près de la gare Saint-Lazare. Vous avez la rue, je ne sais pas si je vais pouvoir... Voilà, la rue Amsterdam et la rue de Milan, voilà, sur le côté ici, pour ceux qui connaissent un peu le quartier. Donc, à la base, c'était un projet qui a été fait dans les années 80. Donc on a hérité de ce style un peu, voilà, années 80-90 assez marqué pour le transformer avec le projet actuel que vous voyez à droite, dont on va développer un petit peu les aspects notamment des façades. Alors là, vous avez la façade sur la rue Amsterdam. Donc il s'agit de 2 bâtiments qui ont été rapprochés dans le cadre du permis des années 80. 2 adresses, 50 et 52 rue d'Amsterdam, une architecture haussmannienne qu'on a préservée, donc on a réhabilité la façade, on a essayé vraiment de préserver au maximum, changer les stores bien sûr, et mettre un petit peu en exergue tout le travail assez fin de cette façade historique. Et ensuite, on a retravaillé le rez-de-chaussée, que vous voyez ici, pour amener un petit peu de porosité urbaine, de transparence, pour amener un petit peu d'animation aussi dans le quartier, à l'échelle du piéton. Alors, tout à l'heure, Jim, vous parlez des outils qu'on utilise à l'agence. Dans le cadre de ce projet, on a utilisé Revit. Il y a déjà eu un relevé avec un nuage de points de tout le bâtiment. Et ensuite, on a récupéré cette 3D qu'on a retravaillée en Revit et à un niveau de définition 400. Donc c'est pour ça que vous voyez toutes les modénatures architecturales et historiques sur le modèle 3D. Donc ce niveau de finition et de sensibilité vis-à-vis du patrimoine, ça nous a aidé dans le dialogue avec la ville de Paris et les ABF notamment. Donc voilà pour la rue d'Amsterdam. Ensuite, sur l'autre rue, la rue de Milan. Donc, initialement, nous avions une façade donc, qui reprend ce vocabulaire architectural des années 80. Alors, la rue de Milan est beaucoup plus étroite. On a un tissu urbain qui reste vraiment dans un esprit haussmannien, mais un petit peu plus résidentiel, on va dire. Donc, cette partie-là a été déconstruite. Notamment pour des questions d'accessibilité PMR, et ensuite reconstruite en bois, on le développera un petit peu tout à l'heure. Donc ici, on a une façade neuve, en pierre massive, et on s'est vraiment attardé pour l'intégrer dans un tissu urbain qui est quand même ici assez haussmannien, résidentiel, enfin, à une échelle plus réduite. On a cherché des alignements avec les bâtiments voisins, et notamment et également aussi au niveau du vocabulaire. On a travaillé le socle, on vient un petit peu se raccorder avec le bâtiment de droite que vous voyez ici, le corps du bâtiment, et ensuite on a la toiture avec le brésis et une verrière, voilà, que vous verrez tout à l'heure. Donc on a souhaité ici avoir une écriture vraiment contemporaine et en même temps respectueuse de l'environnement bâti. Et également, alors c'est un projet Google, mais ça ne se lit pas sur la façade. C'était notre intention, qu'on a également discuté avec le client, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir une façade qui soit réversible, qui puisse fonctionner pour d'autres fonctions, pas seulement pour Google. Donc voilà ce vocabulaire avec la pierre et toutes les modénatures. Donc on le retrouve dans la cour intérieure, hein, qui initialement avait cet habillage avec la céramique un petit peu typique, hein, du style des années 80.
Donc c'est ce qu'on retrouve voilà, au niveau de la cour intérieure, avec cet habillage en pierre, pierre calcaire, c'est une pierre d'Espagne. Et enfin, la 5e façade, donc toutes les terrasses. Initialement, sur les toitures ici, on avait un petit peu comme ça se faisait à l'époque, tous les équipements techniques et une étanchéité avec un albédo assez faible. Donc on avait un effet îlot de chaleur en plus pour le quartier. Donc là, ce qu'on a fait, c'est déjà on a retravaillé toute l'isolation et toute l'enveloppe du bâtiment. Donc on a renforcé l'isolation pour diminuer l'usage d'équipements techniques. Et les équipements techniques restant nécessaires, on les a installés en sous-sol. Ce qui fait que ça nous a permis d'avoir des toitures dégagées, qu'on a pu végétaliser au maximum et rendre accessibles. Là, on a plus de 660 mètres carrés de terrasses végétalisées, on a 360 mètres carrés de terrasses accessibles, plus des murs végétalisés. Enfin, on a vraiment travaillé cet aspect pour la biodiversité, pour réduire les îlots de chaleur et également pour le voisinage. Enfin, on va dire qu'ils étaient plutôt contents d'avoir vu sur un jardin et des terrasses végétalisées que ce qu'il y avait auparavant. Et ça, je témoigne des réunions qu'on a pu avoir avec le voisinage. Voilà, donc un autre exemple des terrasses qu'on a retravaillées. Donc on a également des ruches, des perchoirs, etc. Le mur végétal, et on a des terrasses qui sont entièrement végétalisées et même pas accessibles. Alors pour l'anecdote, on a travaillé sur le PLU bioclimatique et on a fait le calcul de l'indice de végétalisation qui sera demandé dans le cadre du PLU bioclimatique, et on n'arrive pas à l'atteindre avec tout ça. Alors on a eu un échange avec Emmanuel Grégoire qui nous a dit oui, effectivement, il y a peut-être un sujet sur la formule, donc ça sera peut-être revu. Pour le reste, on était bon. Alors, dans l'approche architecturale de ce projet, il y avait aussi la notion de recycler le patrimoine, de le respecter, de lui donner une touche contemporaine, aussi bien en termes d'architecture, mais également d'usage. Il y a vraiment une notion de pérennité dans la conception. Donc, initialement, nous avions 3 bâtiments. Donc, le premier que vous voyez ici, rue de Milan, un deuxième, 50 rue d'Amsterdam, et 3 au 52. Et si vous voulez, ce quartier, la rue d'Amsterdam, elle est en pente, voilà. Donc ces 3 bâtiments étaient reliés par beaucoup d'escaliers. Donc notre première démarche sur ce projet, ça a été d'amener de la fluidité dans les accès et de rendre l'ensemble du projet accessible aux personnes à mobilité réduite. Voilà. Donc en fait, vous avez là Est-ce que ça... Voilà. Donc le bâtiment Milan, ici, où on n'avait que des escaliers, on l'a déconstruit, on l'a reconstruit en bois. Et pour le côté Amsterdam, on a retravaillé le noyau pour avoir des ascenseurs à double entrée pour accéder aux planchers en fait, qui sont côté façade haussmannienne et qu'on ne pouvait pas toucher, bien sûr. Donc du coup, le projet devient complètement accessible aux personnes à mobilité réduite. Alors, la partie reconstruite a été reconstruite en bois, entièrement. Donc, il y a une notion de couture structurelle véritablement avec l'existant. Voilà, c'est notamment ce que vous voyez sur les photos à droite. Et sur la photo à droite, il faut garder en tête que là, on a une structure béton et une structure bois qui se rapprochent, sur laquelle, en fait, on est venu appliquer l'isolation, bien sûr, et un parement pierre. Donc, on ne lit plus cette structure ensuite quand on est côté cour intérieure. Donc on a reconstruit la façade neuve côté Milan en pierre massive, avec un doublage intérieur en fibre de bois, avec un enduit. Donc on a une façade perspirante sur la rue. Et on a également habillé tous les pignons en fibre de bois avec enduit. Donc là, on a vraiment fait le choix d'avoir des matériaux biosourcés et géosourcés.
Et Oui, les fenêtres pardon. fabriquées par... Par Choucault, pardon, bien sûr. Excusez-moi. On oublie le principal. Et également, quand on a fait ce travail de couture structurelle, et pour rendre le bâtiment complètement accessible, le bâtiment Milan a perdu un étage quand même. Donc il est beaucoup plus bas que l'existant. Et malgré ça, on a quand même récupéré des mètres carrés. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'approche conceptuelle de la façade qu'on a souhaité réversible. Qu'est-ce que ça veut dire réversible? Ça veut dire penser le bâtiment vraiment sur du long terme. On souhaite construire un bâtiment pérenne. Ça signifie que cette façade, peut-être que dans 30 ans, 40 ans, dans ce projet, on va faire du logement et ça ne sera plus des bureaux. Alors on a testé, on a fait un plan avec des logements, c'est ce que vous voyez en jaune à droite, et à gauche, vous avez le plan aujourd'hui en bureau, en bleu. On peut également mixer, on pourrait avoir des logements et des bureaux sur le même niveau, sans changer complètement la façade. Quand on parle réversibilité, c'est le travail sur l'enveloppe, d'avoir les façades réversibles, tout comme les façades haussmanniennes, finalement, qui sont un bon exemple. C'est également travailler sur les circulations, les noyaux. Là, les noyaux fonctionnent, que ce soit en bureau ou en logement. Et c'est également, quand on construit en bois, il y a aussi une notion de réversibilité, parce que finalement, la construction bois, la filière sèche, c'est surtout des vis, quoi. On ne vient pas couler du béton, quoi. Donc ça, c'était un argument également pour la ville de Paris. Enfin, on l'a beaucoup discuté avec notre client, mais c'était intéressant aussi pour la ville. Alors, vous avez à gauche ici la façade existante, donc toujours ce même vocabulaire très années 80. Et donc le projet à droite, alors on a souhaité minimiser les déchets de construction et conserver au maximum la structure. Donc on a gardé les trumeaux en béton, verticaux au maximum, et on a surtout, on va dire, élargi tout ce qui est ouverture pour avoir un apport maximum de lumière naturelle. En fait, avant, on était à 47% d'ouverture et on est passé à 65%. Donc en fait, on a vraiment beaucoup plus de lumière naturelle dans le bâtiment. Alors, ça, c'est la partie qui a été reconstruite en bois. Alors, on a souhaité vous présenter cette coupe qui est intéressante, je trouve, pour notamment 3 raisons. D'une part, c'est que vous voyez... je ne sais pas si je peux... Oh, pardon. Bon, j'y arrive pas. Mais en fait, on a de la pierre agrafée sur de la structure bois. Alors, c'est simple à dire, mais c'est pas simple à faire. En fait, on se retrouve avec des échelles métalliques qui sont raccrochées sur la structure bois et sur des poutres. Donc, on a cette pierre agrafée. On a les terrasses végétalisées sur notre structure bois, donc avec les 3% de forme de pente. Et au niveau de la structure, on a également des poutrelles en métal dans lesquelles on est venu encastrer en fait les planchers bois pour éviter d'avoir des retombées de poutres. Voilà, et vous voyez également ici les châssis Choucault, je n'oublie pas. Donc ça, c'est vraiment le principe constructif qu'on a utilisé sur le bâtiment. Et je dirais qu'en fait, là, on a vraiment essayé d'utiliser le bon matériau au bon endroit. Le métal pour s'éviter trop de retombées de poutres, le bois parce que c'est plus léger, on n'a pas eu de reprise sous œuvre, parce que c'était compatible aussi avec la façade, et on a quand même utilisé du béton pour le contreventement au niveau de la cage ascenseur. Même la cage d'escalier est en bois ici. Apparent. Alors là, c'est la façade cour intérieure qui reprend le même vocabulaire que la façade rue de Milan. Alors vous voyez quelques mots des natures. On a souhaité avoir une approche assez contemporaine avec quelques détails. Donc là, vous voyez les découpes qui ont été faites au laser. Donc il y a ce système de vague qui vient mourir sur la façade. On les sent un peu plus quand on est piéton qu'à l'écran, je pense.
Alors, on parlait beaucoup de réemploi tout à l'heure. On a également fait du réemploi sur ce projet, du réemploi, du recyclage, du upcycling. Alors, par exemple, avec les céramiques sur la façade, qu'on a conservées, concassées et réinjectées dans du terrazzo. Donc, le sol du projet contient en fait les extraits de l'ancienne façade. Et également les plans de travail qui sont en terrazzo. Sur la façade Amsterdam, on a conservé les châssis historiques en chêne. Donc là, on a fait un travail d'ébénisterie parce qu'on a remplacé le vitrage, mais on a conservé les châssis. Donc on a vraiment essayé de minimiser les déchets. On a des dalles de faux plancher qui sont réemployées. On a même vendu l'ancienne CTA qui était plus utile, mais toujours en fonction. Donc on a vraiment essayé de minimiser au maximum les déchets. Et on a atteint pendant le chantier 93% de déchets revalorisés. Alors, quand on parle de revalorisation et de recyclage, on pense aussi surface, on pense espace. Donc là, c'est un bâtiment qui a 4 niveaux de sous-sol. Voilà, dans les années 80 ou 90, on avait beaucoup plus d'usage de la voiture, hein, contrairement à aujourd'hui. Donc on avait 52 places de parking à l'époque. On en a conservé 5, dont des places avec des bornes de recharge. Et on a exploité cet espace donc restant pour notamment favoriser les mobilités douces, pour d'autres fonctions comme un restaurant, une salle de fitness, une salle de musique, une salle lunch. Donc ça, on va dire qu'on a recréé ou valorisé des mètres carrés en sous-sol. Et pour ça, on s'est appuyé en faisant vraiment un puits de lumière depuis la cour intérieure. En fait, en bleu, vous voyez là la verrière, Chouco. Voilà, et ça nous a permis vraiment d'avoir des espaces plutôt sympas. Vous voyez le restaurant, il est quand même au niveau -1 là. Alors, ensuite là, on arrive sur les objectifs 2050. Donc, en fait, les objectifs 2050, ils sont atteignables difficilement, hein, je ne vous cache pas. Mais pour ça, il faut jouer sur plusieurs critères. Alors, on a beaucoup travaillé sur l'enveloppe, sur l'isolation de l'enveloppe, les façades, les toitures, même les planchers bas. Mais donc, ça ne suffit pas. On a également installé des panneaux photovoltaïques. Donc, on a des toitures biosolaires. On a végétalisé sous les panneaux photovoltaïques. Donc, ça, c'est aussi une forme d'isolation. Là, vous voyez à droite, c'est la fibre de bois qui a été posée sur tous les murs pignons. Mais pour atteindre les objectifs, on s'est aussi raccordé sur... alors, anciennement, Climespace, enfin aujourd'hui, c'est Fraîcheur de Paris. CPCU, le bâtiment était déjà raccordé. On a également une perméabilité à l'air du bâtiment à 1,2, ce qui est assez difficile à atteindre en réhabilitation. On a également des sondes de CO2 partout. On a modifié la température de consigne à 19 degrés. Et on a un système de Building Operating System qui est très poussé. On a même travaillé avec Google Londres. Et tous ces facteurs nous ont permis de dépasser les objectifs du plan Paris Climat 2050. Alors, pour l'anecdote, on a présenté le projet à la mairie de Paris et ils nous ont dit que, à leur connaissance, il n'y avait pas d'autres projets qui atteignaient les objectifs de 2050. Alors, ça a peut-être changé depuis, hein, mais... Voilà, donc les objectifs du plan Paris Climat, c'est 80 kWh par mètre carré par an, sur de l'existant. Hein, là, c'est le calcul avec l'ART existant. Et quand on a fait le dernier calcul thermique en chantier, nous étions à 71 kWh par mètre carré par an. Voilà.
Alors, il y a également eu aussi une approche bioclimatique sur le projet pour, bien sûr, réduire l'énergie, hein. La meilleure énergie reste celle qu'on ne consomme pas. Donc sur la verrière, ça c'est le brisy côté rue de Milan. En fait, on a des clapets au niveau de la partie supérieure pour créer un mouvement de convection d'air. On a l'air chaud qui monte, qui s'échappe et qui crée un appel d'air sur la partie basse de la verrière. Et là, on a aussi installé des brise-soleil, puisque là, on est plein sud. Donc, on a des brise-soleil extérieurs, donc plus efficaces pour la régulation thermique. Pardon. Voilà. Alors, on revient sur quelques photos, quelques images du projet. Façade Amsterdam, donc la façade Milan. Là, on sent un petit peu plus les gravures au laser qui ont été faites sur la pierre et le dessin de la façade. Donc là, c'est l'accès. On a l'accès au stationnement, tout ce qui est parking à droite et un accès plus piéton service à gauche. Voilà quelques détails sur la mise en œuvre de la pierre, donc agrafée, pierre massive et sur l'existant rue d'Amsterdam. La cour intérieure, donc c'est vraiment ici qu'on a une couture structurelle. À gauche, c'est la partie bois, et à droite, c'est l'existant en béton. Donc on a un joint de dilatation, mais qui est masqué forcément. Voilà d'autres terrasses. Et là, c'est la partie reconstruction et l'escalier qui a été fait entièrement en bois. La cage d'escalier est en bois. Le puits de lumière avec le restaurant au sous-sol. Voilà le restaurant. Donc on a quand même un vrai apport de lumière naturelle. Donc voilà, en petite conclusion, vous avez compris, on a réfléchi bien sur l'intégration urbaine. En rendant un peu plus douce les volumes, on a quand même pu densifier le site en offrant à Google 400 mètres carrés de plus que l'existant, mais mieux intégré. Donc en termes d'intégration urbaine, je crois que c'est assez réussi. On a un bâtiment qui était beaucoup recyclé au niveau global, mais dans les matériaux aussi. Mais surtout, c'est un bâtiment recyclable à l'avenir. Et puis, Sophie a bien démontré la performance énergétique. On a pu inaugurer ça avec des gens très importants le 15 février 2024. Le plus important étant l'architecte Sophie Athanas. Merci. Merci.